Hermano, bonjour, bienvenue sur le podcast. Hermano Dimicelli, j'ai l'honneur de recevoir le grand triathlète aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup Jérôme. Je suis honoré de faire partie de la tribu de tes invités dans Biomécanique. Eh bien, on va pouvoir commencer en bonne et due forme. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, brièvement ? Ouais, alors, brièvement, tout fraîchement 40 ans, tout fraîchement papa d'un 4e enfant, avec une belle palette d'enfants, sachant que le plus âgé a 22 ans et donc le dernier a 7 semaines, au moment où on enregistre cet épisode. Dans la vie, je travaille dans une banque française au Luxembourg, ça fait 13 ans que je suis au Luxembourg maintenant, et puis au niveau sportif, eh bien, comme tu l'as dit, je suis triathlète, ou plutôt, pour être plus précis, je suis un ancien triathlète qui va se réinventer, mais on en a parlé un peu en off, je te parlerai de mon projet pendant cet épisode. C'est ça, alors on a fait exprès de pas en discuter, enfin moi je voulais pas savoir quel était ce projet-là, comme ça permettait de garder un petit peu de suspense. Donc alors les gens ils vont se demander, triathlète, où est la musculation dans tout ça ? Alors, je pense qu'ils ont remarqué que les épisodes que j'avais sortis récemment traitaient de sujets qui allaient un petit peu plus au-delà, je ne sais pas si ça se dit, un petit peu au-delà du sport uniquement, de la musculation, du fitness. Et alors que personne s'inquiète, des épisodes sur le fitness, il y en aura d'autres, des épisodes sur la musculation, sur le bodybuilding pur et dur, il y en aura encore, j'ai des super invités qui vont arriver. Voilà, j'en dis pas plus, mais on aura remarqué que j'élargis un peu les sujets. Et aujourd'hui, on va parler de plein de trucs. Je me suis noté, comme d'habitude, plein de questions. Je me perds un petit peu dans cette présentation, dans cette introduction. Alors, tout d'abord, c'est quoi le triathlon ? Pour ceux qui viennent de débarquer, un petit peu comme moi, j'ai une idée de ce que c'est que le triathlon, mais j'aimerais qu'on en fasse un petit tour pour que tu nous expliques ce que c'est. Alors écoute, j'ai le droit de faire l'autopromo ? Ouais, allez. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est libre ici, libre d'idées, libre d'envie. Écoute, si tes auditeurs veulent savoir ce que c'est que le triathlon, le meilleur moyen, c'est podcast.nakan.ch/45. Ouais, c'est l'épisode 45 qu'on a publié mercredi, donc au moment où on enregistre cet épisode, et où justement on revient un petit peu sur les faits marquants, sur les anecdotes autour de la natation, du vélo, de la course à pied et du triathlon. Parce que oui, le triathlon, c'est un enchaînement de ces 3 sports, la natation, le vélo et la course à pied. Historiquement, le triathlon est né, je crois, dans les années 76 ou 78. Je me suis un petit peu perdu et pour ça, j'aurais besoin de ma caution historique qui est mon co-host sur le podcast de Nakan. Voilà, c'est né à la fin des années 70 avec 3 militaires américains qui étaient postés à la base de Hawaï. Un était nageur, l'autre était cycliste et le troisième était coureur. Ils participaient chacun à une épreuve sur l'île d'Hawaï où ils étaient postés. Et puis, lors d'une soirée un peu arrosée dans un bar, les 3 se sont affrontés en disant que c'était leur sport et leur épreuve qui était la plus difficile. Au final, ils ont réglé ça à coups de bière et en se disant, pour savoir laquelle des épreuves est la plus difficile, ce que je propose, il y en a un qui a levé la main qui dit ce que je propose, c'est qu'on s'affronte tous les 3 sur les 3 épreuves. C'est comme ça qu'est né le triathlon et sur la distance mythique de l'Ironman d'Hawaï qui correspondait à 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 185 km à l'origine de vélo et 42,195 km de course à pied, ce qui est un marathon. C'est la genèse du triathlon. Alors après, ça a très vite pris. En plus, c'est né aux États-Unis. Les États-Unis, les Américains, ils adorent ça. L'effort, le dépassement, les valeurs autour du sport, etc. Et puis, le triathlon a connu l'essor, un essor fulgurant jusqu'au début, je dirais, des années 2000, où là, le triathlon n'était plus uniquement sur des distances dites Ironman, mais aussi sur des distances beaucoup plus courtes. Et par exemple, fin des années 90,
début des années 2000, on pouvait concourir sur des triathlons qui allaient de 300 mètres de natation, 20 km de course à pied et 20 km de vélo et 5 km de course à pied jusqu'aux distances Ironman et même au-delà. Et maintenant, il y a une fédération internationale, il y a des fédérations nationales partout. On concourt sur de multiples distances qui vont des plus petites aux plus grandes. Il y a même le triathlon est même distance olympique depuis les Jeux olympiques de Sydney en 2000, sur une distance qui est de 1500 mètres de natation, 40 de vélo et 10 de course à pied. Et puis, j'ai eu l'occasion d'en interviewer d'ailleurs pour Nakan. Il y a même des gens qui font de l'ultra triathlon, de l'ultra Ironman, des gens qui enchaînent 10 triathlons Ironman pendant 10 jours d'affilée. Voilà, c'était un petit peu la présentation du triathlon. Bon, on voit que tu tiens ton sujet. C'est bien. On sent la passion, non? Ouais, on sent, exactement. C'est ça, j'allais le dire. On sent la passion, on sent que tu tiens le truc. Comment tu as découvert ce sport, enfin, cette discipline qui regroupe ces 3 sports? Alors, c'est une anecdote assez sympa et j'adore cette question quand on me la pose. Quand j'étais jeune ado, j'avais 16 ans, je traînais beaucoup avec un copain qui était hockeyeur. Et dans la région dont je suis originaire, à Rouen, en Normandie, pour les connaisseurs ou pour les Français qui sont intéressés, eh bien la patinoire était juste à côté de la piscine. Donc lui, il allait s'entraîner au hockey sur glace. C'était un jeune prometteur dans la discipline. Et moi, de temps en temps, j'allais nager. Puis un jour, on s'est retrouvés quand on est sortis mutuellement de nos entraînements. Et il me dit, tiens, t'as vu, il y a une pancarte pour un truc que j'ai jamais vu, ça s'appelle du triathlon. Puis on a regardé, c'était une petite distance, un sprint, donc 750, 20 et 5, pardon. Et puis on s'est dit tiens, ça pourrait être sympa. Et c'est comme ça finalement que j'ai découvert le triathlon. C'est comme ça que j'ai chopé le virus. J'avais 16 ans, j'en ai 40 cette année, donc voilà, faites le calcul, ça fait 24 ans que le triathlon me fait vibrer. Ah, c'est pas mal, hein. Petite question. Finalement, de l'anecdote et de l'historique de l'apparition du triathlon, parmi les 3 athlètes, là, ceux qui faisaient les 3 sports différents, lequel a gagné? Il me semble que c'est le cycliste qui a gagné. Ah. J'y mettrai pas ma main à couper, mais il me semble que c'est le cycliste qui a gagné. On ira vérifier alors. C'est assez marrant parce que Allez. ça veut dire que le cycliste a dû penser à ce moment-là, bon ben les gars, finalement, c'est le vélo qui permet d'être le plus performant partout, quoi. Je pense que c'est surtout, peut-être historiquement, c'est peut-être le cycliste qui savait mieux gérer son effort. Et finalement, le triathlon, ce n'est que ça. En dehors des distances qui peuvent paraître un petit peu énormes, un peu impressionnantes, ce n'est que de la gestion de l'effort. Qu'on parle du triathlon le plus court jusqu'au triathlon le plus long, dans le plus court, ça va être très explosif, mais il va pas falloir exploser à fond sur la natation et sur le vélo parce qu'il y a encore la course à pied. Et puis, c'est pareil sur des distances Ironman ou même des multiples d'Ironman. Tu nages pas les 3 km 8 et tu roules pas les 180 km de vélo à la vitesse où tu roules à l'entraînement quand tu es à 90% de ta FC Max. Non, c'est que de la gestion de l'effort où tu vas être en dessous de ta zone d'endurance. Et il me semble que c'est Marine Leleu qui a beaucoup popularisé cette discipline en France. Elle a fait des Ironman. Elle est connue pour faire beaucoup de sports d'endurance comme ça. Et je crois qu'elle a aidé à propager la popularité du triathlon. Entre autres, ouais. Entre autres. Il y a d'autres figures du triathlon, et d'ailleurs, Marine Leleu, je rêve de la voir sur mon podcast Dans les vestiaires, mais j'arrive pas, enfin, elle répond pas à mes sollicitations. Donc, s'il y a parmi tes auditeurs et tes auditrices des gens qui la connaissent, j'aimerais bien qu'ils me mettent en contact. Mais oui, elle a beaucoup œuvré pour le triathlon, pour le sport d'endurance, et il y a pas qu'elle. Il y en a encore plein d'autres. Je pourrais te citer du Cédric Fleurton, du Frédéric Bello, pour les gens qui sont de ma génération, du Vincent Louis, dans les nouvelles générations, il y a des stars et il y a beaucoup de Français, je trouve, qui œuvrent beaucoup pour le triathlon, aussi bien dans le monde francophone que dans le monde au niveau international. J'en connais très peu, je suis pas du tout un adepte, un connaisseur, un fin connaisseur du triathlon, comme je l'ai dit, et pas un athlète non plus. C'est vrai que les sports d'endurance, d'une manière générale, sauf peut-être la natation, n'ont jamais été un truc qui m'ont plu. Je sais pas si c'est un lien avec la gestion d'efforts,
c'est assez drôle parce que j'aime bien gérer mon effort, mais ailleurs, mais courir et faire du vélo n'ont jamais été des trucs auxquels je me suis pris de passion. Et à la limite, Marine Leleu est la seule influenceuse sportive que je connaisse qui fasse ça, parce qu'elle avait aussi un pied dans le fitness et la musculation. Je ne sais pas si elle a commencé comme ça, mais elle a eu une grosse période où elle faisait du fitness, de l'entraînement en salle de sport. Et un truc qui, moi, m'avait permis de la connaître, c'était qu'à un moment donné, elle avait été coachée ou suivie par Lucas Gouif. J'ai déjà discuté, j'en ai déjà parlé dans des anciens épisodes du podcast, puisque c'est un YouTuber, je sais pas comment on pourrait dire, coach, entraîneur, YouTuber, qui est assez réputé, et qui aujourd'hui d'ailleurs fait des revues sur le bodybuilding, que je conseille tout le monde d'aller voir. Bref, je m'égare un petit peu. Donc Marine Leleu, bon voilà, moi aussi c'est clair que si je peux l'avoir sur le podcast, ça sera un plaisir formidable. Et puis si jamais tu arrives à l'avoir avant moi, je compte sur toi pour me mettre en relation, et inversement. Mais effectivement, elle doit être extrêmement demandée. Une des dernières fois, je pense que je l'avais entendue en interview, c'était sur le podcast de Pauline Léniaud, Le Gratin, un podcast très intéressant. Voilà. Si tu as quelque chose à rajouter. Écoute, si j'arrive à l'avoir, évidemment que je te partagerai son contact, ce sera avec plaisir. Enfin, pas que son contact, on ira jusqu'à la mise en relation, l'introduction, enfin bref. Bon alors, comment on s'entraîne, tout ce qui va bien. Comment on s'entraîne pour le triathlon ? Est-ce qu'il y a des process particuliers ? Il y a des programmes ? Est-ce que chacun fait ce qu'il veut ? Est-ce que c'est en fonction d'une compétition ? Comment tu t'organises, toi ? Écoute, c'est comme dans tous les sports en fait. Tu vas, en tout cas, moi, mon approche et l'approche que j'avais avec mon coach que j'ai rencontré quand je suis arrivé au Luxembourg, ça a toujours été de faire le rétro-planning de ton objectif. Donc déjà, tu regardes la date d'aujourd'hui, tu regardes ton objectif, donc qui est censé être l'objectif de la saison, ou voire même des saisons futures. Et puis, à partir de là, tu découpes le temps qui reste en micro-objectifs qui vont te mettre des jalons. Et par rapport à ça, tu te prépares. Donc, par exemple, en 2010, quand je me préparais pour mon premier Ironman, bon, on pourra en reparler, sur lequel j'étais obligé de déclarer forfait à une semaine du départ, mais l'objectif, c'était de se préparer pour un premier Ironman en 6-8 mois, et puis après, l'année d'après, remettre ça sur un autre Ironman, mais pour aller tenter les championnats du monde, donc qui se déroulent à Hawaï. Confère la conversation qu'on avait au début sur l'origine du triathlon. Et voilà, donc la première partie, c'était la première préparation pour le premier Ironman, et donc on a découpé ça en phases. La première phase, toute la phase d'hiver, c'était travailler sur le foncier, sur la résistance et sur l'endurance. Donc ça nous a amené de novembre à avril au marathon de Paris. Donc l'objectif, c'était beaucoup de courir et puis de nager, parce que finalement la natation dans le triathlon, c'est quand même très important, et surtout en hiver, que ce soit chez toi, dans tes contrées canadiennes, ou chez moi, dans mes contrées luxembourgeoises, il fait quand même meilleur faire du sport en intérieur. Donc, beaucoup de courses à pied en extérieur, mais protégé, beaucoup de natation, et puis à partir du moment où on aura atteint cette première étape, ce premier objectif du marathon de Paris, avec éventuellement le temps que l'on s'était fixé, ce qui était le cas, on va commencer à préparer le reste de l'année. Donc là, ça nous a amené de avril jusqu'au mois d'août, le jour de l'Ironman, où là, on a travaillé un peu plus la natation en eau libre pour mise en condition, et bien sûr, on a commencé à sortir le vélo et à travailler les enchaînements vélo et course à pied. Donc pour répondre à ta question, comment on se prépare en triathlon ? On se prépare déjà en observant des cycles d'entraînement qui sont souvent au début des cycles de 4-1, donc 4 semaines de charge, 1 semaine de décharge, et puis au fur et à mesure on passe de 4-1 à 3-1, donc 3 semaines de charge, 3 semaines de décharge, etc., pour arriver le plus près de l'objectif sur du 2-1 ou du 1-1, et puis surtout en triathlon, et ça c'est quelque chose que je répète très souvent, et c'est quelque chose que j'ai observé, les gens ne font pas beaucoup, on travaille la transition. On travaille la transition parce que c'est très bête, mais nager, c'est peut-être donné à un certain nombre de personnes, faire du vélo aussi et courir aussi. Mais finalement,
dans le triathlon, ce qui va jouer, ça va être la gestion de l'effort, mais aussi ces transitions. Passer d'une position horizontale quand on nage à une position semi-horizontale quand on est sur le vélo, tout en comptant la transition. Donc entre la nage et le vélo, on va se relever, on va être debout. Et puis après du vélo, on est semi-horizontal à une position complètement verticale pour la course à pied, et avec toutes les étapes qui sont entre les deux pour perdre le moins de temps possible et pour être le moins désorienté possible. Donc là, il y a beaucoup de préparation mentale, beaucoup de répétition de petits gestes, comme par exemple, qu'est-ce que je fais quand je sors de l'eau? Quand je sors de l'eau, j'enlève mon bonnet, j'enlève mes lunettes, j'ouvre ma combinaison de néoprène, je la mets j'enlève le haut mais je garde le bas, j'arrive à mon emplacement de vélo, là j'enlève le néoprène. Ensuite, la première chose que je fais, c'est que je mets mon dossard, parce que si je sors du parc à vélo sans mon dossard, je peux risquer un carton rouge ou une disqualification. Ensuite, je mets mon casque, parce que c'est la même chose, si j'ai mon dossard mais j'ai pas mon casque, je peux pas prendre mon vélo. Enfin voilà, c'est répétition d'automatisme sur ces transitions, et puis évidemment de l'entraînement spécifique dans chacune des disciplines, et si possible dans 2 voire 3 des disciplines enchaînées régulièrement à l'entraînement. Est-ce que ça répond à ta question? Ah oui, ça répond bien à ma question. Est-ce qu'il existe de la préparation physique spécifique au triathlon, un petit peu comme on peut voir par exemple le fait de travailler en salle de sport sur des mouvements de squat ou des mouvements de saut ou de la pliométrie, des choses comme ça qui vont permettre de transférer des qualités sur un sport comme autre en fait. Est-ce qu'il existe une préparation physique en salle de sport ou sur des mouvements qui sont pas ceux du vélo, natation, course, pour gagner justement soit en transition, soit en qualité sur ces sports? Alors écoute, ça va peut-être te paraître étrange, mais alors déjà, moi j'ai pas été jusqu'au haut niveau, donc je parlerai pas pour ces athlètes qui passent leur vie à faire du sport, et surtout le sport, dont le sport est le métier. Mais j'en ai interviewé quelques-uns, et puis surtout, je m'orientais vers du très longue distance, en l'occurrence un Ironman. Donc on a commencé à travailler avec mon coach sur d'autres choses que uniquement chacun des 3 sports, plus de l'enchaînement, plus des transitions. On a travaillé aussi en salle de sport avec beaucoup de proprioception, parce que c'est essentiel quand tu passes d'une position à une autre, quand tu enchaînes des sports, il faut que tu aies la charpente qui tienne, donc beaucoup de proprioception. Suivant le type d'épreuve sur lequel on se préparait, il peut y avoir soit du travail de force, donc là ça va être du développé couché, du travail de presse. Je parle un petit peu à tes auditeurs qui font de la muscu, beaucoup de travail avec le dos, tu sais, quand tu mets la barre derrière le dos puis que tu tires sur les trapèzes. Donc voilà, on travaillait principalement là-dessus. Et puis il y a aussi énormément de gainage. Pourquoi? Parce que en natation, on a besoin d'être bien gainé pour être le plus immobile possible quand on bouge, quand on nage, et qu'il n'y ait que les bras qui bougent et très légèrement la tête pour sortir de l'eau, donc très légèrement le cou pour sortir de l'eau, mais pas sortir la tête de l'eau, juste très légèrement effleurer le bord de l'eau avec les lèvres pour qu'il y ait un petit trou qui passe et que l'eau rentre, que l'air rentre, pardon. On a besoin de la proprioception en natation, on a du gainage. On a besoin de gainage en vélo, parce que plus tu vas être gainé, notamment au niveau des abdos, plus tu vas pouvoir transférer la charge sur tes jambes pour pouvoir pédaler vite et fort. Et puis on a aussi énormément besoin du gainage en course à pied, parce que c'est peut-être pas... En tout cas, pour moi, c'est pas un secret, mais on a besoin d'avoir une bonne charpente, on a besoin d'avoir des abdos bien gainés pour pouvoir renvoyer toute la force dans les jambes, et donc profiter de cette onde de choc quand on tape, quand on griffe par terre pour renvoyer le corps vers l'avant et pas absorber toute l'onde de choc dans les jambes. Je peux comprendre le travail d'équilibre, de proprioception, je peux comprendre le travail de gainage, et surtout comme tu le décris là, c'est purement logique, ça découle de soi, il n'y a aucun problème pour comprendre. En revanche, des exercices comme le développé couché, des exercices comme du squat, comme un travail de dos, je pense que tu parlais du tirage à la poulie. Ouais. En quoi ces exercices-là vont te permettre d'être un meilleur nageur, coureur ou cycliste, surtout que... je lance une question un peu comme ça, hein, je veux dire, tu n'auras pas nécessairement la réponse. Surtout que ce sont des exercices de musculation qui demandent des qualités qui sont à l'opposé de celles de ces sports-là. Je m'explique. Alors, peut-être ça dépend de l'objectif aussi, mais c'est vrai que la musculation, l'entraînement en salle de sport, alors après avec un but hypertrophique ou un but d'augmentation de force, effectivement, c'est complètement à l'opposé, parce qu'on ne cherche pas du tout l'endurance.
En tout cas, je sais pas. Est-ce que ton coach, en te faisant faire du développé couché ou des exercices pour le dos, t'a expliqué en quoi ça allait servir euh, pour tes autres sports? Quel allait être le transfert pour ça? Alors écoute, moi, j'ai pas fait ce type d'exercice-là justement parce que moi, je m'orientais sur du sport d'endurance, Ah bah sur du d'accord. triathlon d'endurance et pas sur du triathlon très court. Mais par contre, dans le triathlon très court, tu vois, par exemple, un sprint ou un super sprint, 750 mètres de natation, euh, 20 de vélo et 5 de course à pied, c'est très explosif. Et donc, c'est cette explosivité qu'on va chercher en faisant des exercices où on va avoir énormément besoin de force. Donc, développer couché, travailler les bras pour pouvoir bien mieux tirer en natation. La presse, travailler les jambes pour pouvoir bien mieux renvoyer en vélo et en course à pied. Le dos, c'est pareil, c'est Mais pour travailler au niveau des bras. Et tu vois, c'est un peu comme dans l'athlétisme. Tu as les coureurs de 5000 qui sont ouais, considéré comme des endurants. Ouais. fins, mais quand même assez baraques. Voilà. Les coureurs de 10 000, c'est juste des cotons-tiges que tu vois sur une piste. Les marathoniens, c'est pareil, des cotons-tiges, mais eux, tu les vois sur la route. Et à l'inverse, les sprinteurs, c'est des mecs qui sont hyper baraques, qui ont vraiment une hypertrophie musculaire, parce que eux, ils ont besoin d'explosivité et de force, mais tout de suite disponible. Eux, ils n'ont pas le temps d'attendre 10 minutes de chauffer, quoi. Eux, Non, mais ça, je. en 5 secondes, il faut que C'est exactement ça. toute la puissance soit disponible. Mais quand tu parles de triathlon court, intense et à effort rapide, on parle de quelle distance? Ouais. Parce que entre un 100 mètres, on parle tu vois, entre 100 mètres et un 10 000 mètres, je vois la différence, mais par exemple, entre 5 km et entre un 10 km, pour moi, on est toujours dans les mêmes sphères énergétiques ou les mêmes capacités physiques. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, je vois bien ce que tu veux dire. Moi, je te fais le parallèle entre un triathlon qui fait 750 mètres de natation, 20 de vélo et 10 de course à pied, et celui qui fait 3 km 8 de natation, 180 de vélo et 42 de course à pied. Tu vois, le Ok, rapport est pas du tout il y a une le même. grosse différence. Il y a une grosse différence, mais attends. Donc les plus courts, tu m'as dit, c'est 750 mètres de natation. Oui. Donc, Alors, c'est pas les plus courts, mais c'est les plus courts qu'on va trouver en compétition. ouais. Après, tu as des distances plus courtes, mais c'est plutôt du découverte, ou alors ça va être de l'ultra sprint de l'ultra sprint à élimination. Donc, ça va être des gens qui vont répéter ce type d'effort plusieurs fois dans la journée avec des poules et qui à chaque fois vont être éliminés. Mais là, je suis pas sur ce sujet-là. Là, je suis sur le sujet où tu as des compétitions qui se déroulent en une fois dans la journée. Donc, le plus court, c'est 750 mètres de natation, 20 de vélo et 5 de course à pied. 20 de vélo, 20 km. Pas 20 mètres, on est Oui, 20 d'accord. km, oui. Non. Non, on fait pas du BMX, non, on fait pas des figures. Hein. Ça pourrait, tiens, un nouveau sport, tiens. S'il Ouais. y en a qui ont des idées, ils peuvent essayer de tenter ça. Un nouveau sport triathlon BMX. Ok. Ironman. Peut-être que ça te Ouais, parlera. vas-y, termine peut-être et que ça te juste parlera un après, peu tu pourras plus. me dire Ironman, à quoi ça correspond en termes de distance. Et si c'est plus grand. Ouais, bon. Alors, juste pour te donner une idée, je pense que ça te parlera plus parce que les distances, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais je vais te parler en temps. Sur les distances les plus courtes, 750, 20 et 5, les meilleurs, ils bouclent ça en moins d'une heure, 45 minutes. Ok, Sur les distances les plus ça longues, ça parle un petit peu plus en termes d'explosivité, en termes d'effort qui est. Là, pour le coup, il faut pas s'économiser, quoi. J'imagine. ah non, là, tu t'économises pas. Hmm. Là, tu y vas et tu donnes tout. Comme disait un copain, tu commences vite, t'accélères au milieu et tu finis à fond. Et ça, toi, t'as fait ce genre d'épreuve ou ça t'intéresse pas? Si, j'ai fait ce genre d'épreuve, mais quand j'étais plus jeune. Et c'est comme ça que j'ai découvert le triathlon, en fait. C'est sur ces distances-là. C'est sur 500 mètres de natation ou 750 mètres de natation, 20 et 5. Voilà, c'était vraiment ouais, la première année, j'ai découvert là-dessus. Mais très vite, en fait, je me suis rendu compte que moi, j'étais pas du tout un sportif explosif et que j'étais plus sur l'endurance. Et donc, très vite, j'ai commencé à monter sur des distances un peu plus longues. Et alors, les distances les plus longues, quelles sont-elles? Et un Ironman, ça correspond à quoi? Alors, un Ironman, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est 3 km 8 de natation, c'est 180 km de vélo et c'est 42 km de course à pied. Voilà, donc. Et là, pour te faire un parallèle avec les heures, les meilleurs, à l'heure actuelle, sur les triathlons Ironman les plus rapides, ils sont en 7h45. Ouais, non, là, c'est énorme. Déjà, un marathon de base, donc qui est 42 km et des poussières.
et 184. Ouais, non, mais Voilà. ouais, déjà, faut se le taper le marathon, tu vois. Alors, sachant Ouais. que là, tu dois taper tout ça avant, faut être sacrément entraîné, quoi. J'imagine que l'entraînement, la préparation d'un Ironman est bien plus long que la préparation d'un marathon. Sachant que la préparation de marathon n'est pas un truc qui se fait à la légère, quoi. Bah, oui et non, en fait. Oui et non, parce que l'avantage d'être triathlète, alors évidemment, tu as 3 sports, enfin, je dirais même que tu as 4 ou 5 sports, parce que tu as les 3 sports du triathlon, plus la musculation, on en parlait tout à l'heure, avec tout ce qui tourne aussi autour de la PPG. Et puis, le 5e sport que je verrais, moi, c'est la préparation mentale. Bon, ce sera peut-être l'objet d'un autre sujet, mais donc pour moi, dans le triathlon, tu as quand même ces 5 sports-là. Quand tu vas travailler vraiment sur des courtes distances, de l'explosif, de l'explosivité, même les triathlètes professionnels, ils peuvent pas travailler cette distance-là tout le temps. Donc, ils travaillent sur du un petit peu plus long, ils doublent, ils triplent, ils quadruplent les entraînements dans la journée, mais sur des distances relativement courtes. Un triathlète Ironman, ou voire même plus loin, lui, il va travailler beaucoup plus sur la gestion de l'effort. Donc, il va faire des sorties très longues. Il va faire des sorties beaucoup en endurance. Il va rarement doubler des séances dans la journée. Déjà parce que c'est très chronophage. Enfin, tu vois, sur Ironman, tu fais les 180 bandes de vélo, tu les fais entre 4 et 6 heures suivant le parcours. Et c'est pas rare que tu ailles faire des sorties de 4-5 heures 2 fois le week-end. Donc ça, c'est très chronophage. Mais par contre, ce dont tu bénéficies beaucoup plus sur des triathlons longs comme l'Ironman, ça va être le sport combiné, ça va être l'entraînement combiné. Ce que tu fais en vélo, quelque part, c'est ce que tu as un petit peu moins à faire en course à pied. Tu comprends ? Ouais, je comprends, ouais. En fait, quand tu t'entraînes dans une discipline, tu progresses indirectement dans les autres. C'est ça. Pour autant que ce soit bien cadré, bien fait, propre, avec des beaux mouvements, des beaux gestes, et pas que tu t'entraînes toujours. Alors moi, je suis en ce moment très dans le travail en endurance. C'est peut-être aussi le livre de Rich Roll qui m'a un petit peu influencé, mais ça fait déjà des années qu'avec mon coach, j'ai compris ça, c'est le travail en endurance. Donc travailler en dessous de sa zone d'échange gazeux. Je sais pas si ça parlera à tes auditrices et à tes auditeurs, mais vraiment travailler dans une vitesse où tu peux très aisément parler, échanger, discuter, réfléchir. Parce que quand tu es à fond, je t'assure que ton cerveau, il a du mal à faire 1 plus 1. Ouais, le sang, il va ailleurs. Hein. Le sang, il est plus dans le cerveau. C'est ça. Ok. Bon, tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure. L'expérience que tu as en fitness et en musculation, elle est liée à la préparation d'un triathlon. Mais Tout à fait. Est-ce que tu as déjà fait des séances de musculation, de force, avant, avec un objectif qui était autre que celui de t'améliorer dans cette discipline ? J'ai fait un petit passage dans une salle de sport quand j'étais un peu plus jeune. Ouais, j'avais 16-17 ans, tu vois, au moment où je découvrais un peu le triathlon. Mais ça n'a jamais vraiment été encadré. Donc, c'était un peu... surtout, on parle de ça à la fin des années 90. Donc, c'était un peu à la barbare. Je voyais du Schwarzenegger un peu partout, qui faisait de la gonflette, qui avait des gros muscles et qui portait des poids de malade. Et c'était un petit peu ce qui dictait mes séances à l'époque. C'était absolument pas cadré. Et c'est absolument pas ce que je conseille à tes auditrices et à tes auditeurs de faire. Ok. Est-ce que tu avais apprécié un peu quand même parce que tu sais, il y a toujours cette question de trouver le sport dans lequel on va être à l'aise, de trouver le sport qui va nous passionner, qui va nous porter. Souvent, moi, en rendez-vous, par exemple, tu te rends compte que les sportifs, nous, on parle, on fait un peu de sport, on a une conscience de l'activité sportive, de l'importance de l'activité physique. Dans nos podcasts, c'est la même chose. Parmi les gens qu'on côtoie plus ou moins, il y a quand même des gens qui font du sport, qui sont en santé, entre guillemets. Mais si tu fais un comparatif, si tu regardes par rapport à la population générale, moi je sais que je vois des sportifs en consultation, c'est évident, mais pas que. Il n'y a pas que ça. J'ai pas une patientèle ou une clientèle qui est uniquement constituée de sportifs et sportives. Et on me demande, alors moi j'essaye de donner un peu le goût ou d'intéresser la personne qui fait pas de sport, ça fait des années, voilà, j'essaye de lui mettre une petite conscience, ça pourrait être sympa pour elle de faire du sport. Et quand je dis sympa,
c'est pour pas dire extrêmement utile et parfois une solution presque Et parfois nécessaire. ouais, beaucoup plus que nécessaire. Et très souvent, les gens, ils savent pas, tu vois. Ils savent pas quoi faire. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? C'est quoi le meilleur sport? Il n'y a pas de meilleur sport. Enfin, il y a des sports qui vont être un peu plus traumatisants, mais en soi, il n'y a pas de meilleur sport. Le meilleur sport, c'est celui dans lequel on prend du plaisir et qu'on va continuer, dont on va s'intéresser, dont on va chercher à progresser et qu'on va essayer de faire les choses bien. C'est-à-dire pas n'importe comment, préserver la santé, toujours préserver les articulations, les tendons. Bon, c'est des choses qui paraissent hyper évidentes. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un truc qui revient souvent, c'est quel sport est fait pour moi, qu'est-ce que je devrais faire. Et une de mes réponses, c'est le plus important, donc c'est ça, c'est de trouver le sport que vous allez aimer et que vous allez apprécier. Et alors, c'est difficile parce qu'il y en a, ils essaient de se mettre au fitness, parce qu'ils voient un petit peu les influenceurs sur les réseaux, et puis ils prennent pas forcément du plaisir. Et chacun essaie de trouver un peu son sport. Toi, est-ce que tu as pris du plaisir quand tu es allé en salle de sport? Et comparativement, quand tu as découvert le triathlon, est-ce que tu as eu une révélation? Est-ce que tu as dû forcer au début pour t'y habituer et enfin prendre un plaisir à pratiquer natation, course, vélo? C'est venu naturellement. Quel est ton retour d'expérience? Bah, écoute, moi j'ai envie de me dire, enfin c'est ce que je me dis souvent, c'est que j'ai découvert le triathlon plutôt dans les belles années du triathlon. Et j'en parlais pas plus longtemps qu'hier avec un copain. Même ce midi, parce qu'on parlait de podcasts, et je lui disais que je trouve qu'en ce moment, les podcasts évoluent, et l'ambiance qu'on a entre podcasteurs est un peu ce que j'avais dans le triathlon à la fin des années 90, au début des années 2000, c'est-à-dire un petit peu cette ambiance très familiale, beaucoup basée sur les valeurs du sport. Alors quand on parle de valeurs du sport, bien sûr, on entend l'entraide, la camaraderie, l'esprit d'équipe, même si le triathlon, c'est un sport relativement individuel. Il y a des compétitions qui se font en équipe, mais globalement, c'est un sport individuel. Je trouvais vraiment dans le triathlon cette camaraderie et ce plaisir d'aller à l'entraînement. Donc, pour répondre à ta question, oui, quand j'ai découvert le triathlon, j'ai tout de suite accroché. Peut-être que j'étais dans un club spécifique, peut-être que les mecs qui étaient dans le même club que moi, c'était juste des gars géniaux et super ouverts et j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai accroché à l'esprit du club, j'ai accroché à l'esprit du sport, j'ai accroché à l'esprit des compétitions aussi, parce que même si on était en compétition, c'était une compétition saine. Moi, j'ai vu sur des compétitions, des mecs qui souffraient sur le bord et des gars qui passaient à côté et qui s'arrêtaient et qui allaient les aider. Maintenant, évidemment, on voit plus ça dans le triathlon. Enfin, je crois pas que ça se voit encore, mais moi, c'est des choses qui m'avaient marqué. Surtout que j'ai grandi avec un père qui m'a beaucoup enseigné de valeurs et voilà. Je pense que c'est tout ça qui a fait que j'ai plongé un peu par hasard dans ce sport, mais j'y suis resté avec beaucoup de plaisir. Et à contrario, quand j'allais faire un tour dans les salles de sport, j'avais pris un abonnement, je t'ai dit pendant un moment, ouais, c'était sympa, mais c'était pas cette même ambiance-là. C'était pas cet esprit d'entraide, c'était pas cette camaraderie, c'était pas le fait que pour un sport individuel, on se retrouve 2, 3 fois, 5 fois par semaine dans la piscine, sur la piste, quand on va faire du vélo, et que même si on n'est pas tous du même niveau, il y a un moment où on va tous se retrouver ensemble, et puis il y a un moment où on va faire des exercices spécifiques, ou alors on va se tirer la bourre et ça va juste être du bonheur, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ma définition du sport en fait. Ok, c'est parfait. Je voulais te demander, tout à l'heure tu m'as parlé tu as mentionné des noms de triathlètes ou de personnes qui sont connues dans le milieu, dont je n'en connais pas un seul, mis à part Marine Leleu, comme je disais. Qui c'est, je suis curieux, je suis extrêmement curieux. Qui c'est que tu connais dans le milieu fitness, musculation actuel? Est-ce qu'il y a des coachs que tu as suivis, des personnes que tu aimes bien, dont tu suis le parcours? Écoute, très honnêtement, quand on me parle de fitness ces derniers temps, je pense à Fitness Miss, je crois, que j'ai entendu dans le podcast de Bertrand Soulier, qui avait l'air sympa. Il y a un coach que tu as interviewé, alors je serais incapable de te redonner le nom, par contre je me souviens très bien quand est-ce que j'ai écouté cet épisode, j'étais en train de courir autour de chez moi, j'étais un peu en mode trail, enfin voilà, c'est des sensations qui me reviennent. Ouais, je saurais pas te redire son nom, mais lui m'avait l'air sympa. Il fait pas mal de formations, enfin il vit de formation sur le fitness, de coaching, etc. Tu me diras très certainement comme tous les
comme tous les invités que tu reçois. Mais sinon, non, il n'y a pas véritablement de fitness ou de figure, de coach ou de figure dans le fitness ou dans la muscu qui m'ont marqué. Si ce n'est, comme je te disais au tout début, un Arnold Schwarzenegger qui a juste marqué ma génération parce que c'était, voilà, j'ai grandi avec Terminator, avec ses films et avec son image de bodybuilder. Ouais, comme beaucoup, ouais. C'est vrai qu'Arnold, c'est quelqu'un qui est très souvent cité. Bon, en même temps, à juste titre aussi, hein, il a une carrière exceptionnelle. Fitness Smith, que j'avais aussi eu sur le podcast ici, c'était, je sais plus quel épisode. On avait fait un épisode sur le style de vie, sur le lifestyle fitness, en quelque sorte, le lifestyle fitness. Qu'est-ce que c'est? Comment être en bonne santé? Comment avoir un lifestyle fitness? Comment avoir une vie qui va être fitness, ça veut dire pratiquer la musculation, savoir manger, et même au-delà, les habitudes, comment mettre en place des habitudes. Ils nous avaient partagé quand même beaucoup de petites astuces. J'en dis pas plus là, pour ceux qui veulent aller écouter cet épisode, je sais plus le combien c'est. J'ai retrouvé le coach dont je te parlais, c'était David Costa. Voilà, David Costa, et puis, d'accord. Et puis il y en a un aussi auquel j'ai pas pensé tout de suite, mais Rudy Koya, qui évidemment est bien marquant aussi. Le taulier de la musculation naturelle. Bon, ok, c'était juste pour savoir qui c'est que tu connaissais, quel grand influenceur était arrivé jusqu'à toi alors que tu n'es pas du tout dans le milieu, c'est intéressant. Tu connais Nassim Saïdi? Non, okay. Pas du tout. Je pense que c'est un des plus connus, à mon avis, dans le milieu, puisque c'est peut-être celui qui a le plus d'abonnés sur sa chaîne dans la catégorie vraiment musculation. Les body time sont pas mal non plus, mais bon, aujourd'hui ils sont beaucoup moins dans un contenu type musculation. Et bon, parfait. Donc triathlète, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de lancer des podcasts? Parce que on va en parler un petit peu quand même. Tu as Nakan, tu as Dans les vestiaires, je sais que tu produis d'autres podcasts. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ces podcasts? Est-ce qu'il y avait un lien avec ce sport? Est-ce qu'il y avait un lien avec ton métier, avec tes envies? Dis-moi tout. Écoute, c'est un truc très bizarre. Tu te rappelles le gars dont je te parlais qui m'a fait découvrir le triathlon, qui m'avait dit ce serait sympa si on faisait cette compétition ensemble. Bon, alors déjà, il m'a planté parce que lui, il l'a jamais faite, mais moi, je l'ai fait tout seul, cette compétition-là dont on avait vu la promotion sur une affiche, et c'est ce qui m'a fait choper le virus du triathlon. Et ce gars-là, c'est aussi celui qui, en 2014, il avait une boîte et pour faire la promotion de sa boîte, il s'intéressait un peu au monde du podcast et il s'était rapproché d'une famille de podcasteurs franco-suisses dont faisait partie notamment, je sais pas si tu connais, un podcasteur pas très connu, Patrick Béja. Non, je connais pas. Donc il s'était rapproché de cette famille-là et puis il savait que j'avais une certaine appétence pour tout ce qui était un peu nouvelle technologie, sport et autres. Et puis il m'a dit tiens, tu devrais écouter un petit peu le podcast, ça devrait te plaire. Et j'ai écouté, j'ai accroché tout de suite et je me suis dit mince, mais c'est super. Il y a plein de podcasts en 2014 sur la tech, sur le développement personnel, de plus en plus sur le business, mais j'en trouve pas sur le sport, du moins dans le domaine francophone. Et donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de lancer un podcast sur le sport, bien que je sois, crois-le ou pas, un gros introverti très timide. Eh bien, je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Donc, j'ai contacté la famille en question de podcasteurs et ils m'ont dit, bah écoute, si tu veux nous rejoindre et lancer un podcast sur le sport comme tu veux. Ils m'ont un peu pris sous leur aile, ils m'ont formé, ils m'ont expliqué comment ça marchait le podcast, surtout qu'en 2014, c'était pas du tout aussi facile que maintenant. Et c'est comme ça que j'ai lancé un premier podcast sur le sport qui s'appelait Nip Sport. Et les mots-clés que l'on avait retenus, c'était sport connecté, enfin sport, objet connecté et valeur. Voilà, c'était les trois mots-clés que l'on avait retenus et autour duquel on tournait dans nos épisodes. Donc on a interviewé des sportifs, on faisait des épisodes juste avec le gars avec qui j'ai monté le podcast où on abordait ces différents sujets-là. Après, le projet a un petit peu dévié vers Place au sport, donc qui était un petit peu dans la même veine, mais où là, on voulait ajouter beaucoup plus que du podcast. On voulait ajouter de la vidéo, on voulait ajouter une plateforme de blog, etc. Et puis, ça s'est doucement arrêté parce que
les 3 fondateurs que nous étions avons eu des vies un peu éparses. Et certains ont déménagé, certains ont fait des enfants. Donc voilà, on a un peu laissé tomber ce loisir malheureusement. Et pour revenir tous au podcast en 2019, lors d'un échange fortuit avec l'éditeur du blog nakan.ch, qui pensait aussi à un podcast mais il savait pas trop comment faire. Moi, j'avais déjà un peu l'expérience. On a discuté 5 minutes et en 2 semaines, on a lancé notre podcast et depuis, écoute, on en est au 46e épisode à l'heure d'aujourd'hui et on prend un pied immense et voilà, c'est juste que du bonheur. Alors ça, c'est pour le podcast Nakan. Et ensuite, tu as créé Dans les vestiaires, si je me trompe pas. Et ensuite, j'ai créé Dans les vestiaires parce que dans la famille de mon épouse, il y a une sportive qui se préparait pour le marathon olympique de Tokyo, enfin qui tentait une qualif pour le marathon olympique. Elle a été championne de France sur 800 mètres, elle a été championne de France sur 1500, elle a été médaille de bronze sur 3000 et 3000 steeples. Et puis, l'âge avançant dans sa carrière, elle voulait se spécialiser sur le marathon. Bon, elle a rencontré beaucoup de difficultés pour financer sa carrière et du coup, elle n'a pas pu se qualifier. Mais ça m'a donné envie de donner la parole à toutes ces sportives et à tous ces sportifs et par extension aux aventuriers et aux artistes qui vivent de leur passion, qui vivent pour leur passion et qui rencontrent beaucoup d'écueils pour financer leur mode de vie, pour financer leur carrière et je voulais en savoir plus non seulement sur ces écueils, mais aussi sur les bons moments qu'ils traversent, sur les bons souvenirs qu'ils ont et aussi tous les mécanismes qu'ils mettent en place et toute la résilience dont ils font preuve aussi bien à l'entraînement que pour financer leur carrière. Et c'est comme ça qu'est né Dans les vestiaires. Ok, et tu prends soin d'avoir des sports très différents à chaque fois. Enfin, tu prends soin. Quelle est ta ligne éditoriale en quelque sorte? Est-ce que tu veux avoir des athlètes d'endurance particulièrement ou tu essaies de toucher à tous les sports pour savoir comment ils sont pris pour financer leur carrière? Non, j'essaie de toucher à tous les sports. La partie sport d'endurance, c'est beaucoup plus avec Nakan, où là, on aborde principalement le triathlon, parce que Greg, qui est le co-host de Nakan, est aussi un triathlète. Donc, on aborde le triathlon et les 3 sports d'endurance que forme le triathlon, et plus sur la partie endurance et objets connectés. Par contre, dans les vestiaires, là, je me concentre sur n'importe quel sportif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir quels sont les mécanismes que ces gens mettent en place et à quel point ils peuvent galérer. Parce que vraiment, l'essence même de ce podcast, c'est d'évangéliser le grand public et de leur montrer que pour être sportif de haut niveau, être sportif de haut niveau, ce n'est pas attendre les pieds dans la piscine que les dollars tombent. Non, c'est s'entraîner dur et c'est galérer à longueur de journée pour trouver des sponsors, des partenaires. Et des fois, il arrive des bonnes choses. On est champion du monde, on est champion olympique, on est le meilleur dans sa catégorie. Et là, on gagne beaucoup d'argent. Alors, tu vois, pour ne citer que des Français, on peut prendre du Teddy Riner, on peut prendre on peut prendre n'importe quel footballeur, mais par contre dans des sports beaucoup plus confidentiels, c'est pas toujours le cas et puis ça leur demande beaucoup d'abnégation et beaucoup d'efforts. C'est intéressant. Je donne vraiment la parole à tous ces sportifs. Et c'est intéressant comme tu dis. Je pense que le grand public, de manière générale, a conscience des efforts et des sacrifices qu'il faut faire dans une activité sportive pour devenir pro, enfin pour remporter un tournoi, une compétition. On sait que les mecs qui sont au haut niveau, on doute rarement qu'ils ont travaillé fort, qu'ils ont travaillé dur, qu'ils se sont levés tôt pour s'entraîner, qu'ils avaient une diète. Bon, tout ça, ça peut être remis en cause un petit peu, notamment récemment. Là, je pense au petit buzz qu'avait eu, au bad buzz qu'avait eu un petit peu Rudy Koya quand il avait fait un podcast sur l'entraînement le retour de Teddy Riner. On voyait qu'il avait un niveau qui était pas exceptionnel, qui galérait, et ça avait mis en perspective que le côté génétique, que la génétique a une grosse part. C'est pas 100%, mais a quand même une grosse part dans la réussite. Et alors, il déplorait un petit peu qu'il n'y avait pas assez de sacrifices. Lui, il aime bien la méritocratie, il aime bien que les choses soient qu'on ait travaillé pour réussir. Bon,
Je rejoins cette idée-là, et puis de l'autre côté, on disait, ouais, mais attends, mais l'autre, il a cru quoi? Il a cru que la génétique, ça passe par-dessus. Attends, tous les athlètes ne sont pas des mecs qui se sacrifient tout le temps. Les compétiteurs qui réussissent, ce sont aussi des mecs qui bouffent n'importe quoi, qui loupent des entraînements, etc. Ça, je veux bien l'entendre, je pense que tout le monde peut l'entendre. Il y a des exceptions, mais de manière générale, on est tous plus ou moins au courant que pour arriver à un super niveau en sport, il faut se dépasser. Il faut aller chercher des entraînements qui vont te casser en quatre. Par contre, un truc dont on sait beaucoup moins, et moi-même, c'est qu'il faut aussi se casser en quatre pour avoir des sponsors d'un point de vue pro. Alors, il y a deux aspects, donc il faut s'arracher, et ça, c'est dans les sports qui sont un peu moins connus, et surtout en début de carrière, il faut s'arracher dans son sport pour être bon, et en même temps, il faut s'arracher pour peut-être développer ses réseaux sociaux, pour peut-être développer une certaine popularité, essayer de créer du contenu à côté, essayer de faire briller le projecteur sur soi pour aller chercher des sponsors, des publicitaires, des mecs qui vont financer. Et alors, c'est ce que tu essaies de faire un petit peu. Je pense pas qu'on sache à quel point il faut travailler pour justement financer une carrière, ou en tout cas financer sa carrière dans un sport. Écoute, tout à l'heure, je t'ai fait un parallèle entre les distances en triathlon et le temps qu'on passait sur les épreuves. Tu m'as dit que ça parlait beaucoup plus. Là, je vais te faire un petit parallèle avec ce que souvent les athlètes me disent au niveau de leurs revenus. Je pense qu'on a tous bien en tête que un bon footballeur, annuellement, il a un salaire qui est pas loin de 6 chiffres, tu vois. Et malheureusement, c'est presque dans la norme. Et je pense que c'est un problème parce que ça pervertit un petit peu l'image d'autres sportifs. À côté de ça, j'ai eu, et notamment je pense à Cédric Fleurton, triathlète émérite. Alors pas champion du monde, pas champion olympique, mais très grand triathlète français qui d'ailleurs maintenant se réinvente beaucoup plus dans les sports d'endurance comme le trail très long, tout en étant toujours employé de la SNCF. Et lui, en début de carrière, quand il commençait à performer, il vivait avec 600 € par mois. Avec 600 € par mois, il payait une partie de son matos, il payait sa bouffe et il payait son appart. Voilà. C'est pour mettre un petit peu en perspective ce que c'est que la vie de sportif de haut niveau. C'est beaucoup de sacrifices pour pouvoir vivre de son sport. C'est beaucoup de sacrifices pour aller à la recherche des partenaires. Et c'est aussi beaucoup de sacrifices parce que, je veux dire, beaucoup de stress psychologique, beaucoup de ce qu'on appelle maintenant la charge mentale, qui est un mot que je n'aime pas trop, mais c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, parce que quand tu vis avec 600 balles par mois et que tu dois payer ton loyer, ta bouffe, tes déplacements et essayer de t'entraîner, et qu'à côté de ça, tu essayes de bosser 20 heures par semaine pour avoir un minimum de job qui justement va t'apporter ces 600 balles-là, et t'es pas dans le même état d'esprit que le mec qui gagne 150 000 ou 200 000 par mois et qui se soucie à la limite que du rétro qui est cassé sur sa Ferrari. Et oui, mais en fait, là, c'est vrai que tu compares un footballeur avec un sportif d'un autre sport qui est beaucoup moins connu. Le truc, c'est que le salaire, ou en tout cas, le revenu que gagne le sportif, il est corrélé avec ce qu'il rapporte. Tu vois, c'est-à-dire qu'un footballeur, s'il est payé à 6 chiffres, c'est parce qu'il en rapporte le double, le triple au club, à la ville, ou je sais pas à quoi. Mais c'est que tu vois, on parle pas des mêmes marchés, c'est ça aussi le truc. Et un sport qui serait, par exemple, si on prend l'exemple du triathlon BMX, qui n'a pas encore été inventé aujourd'hui, mais admettons, moi j'invente ça demain. Personne ne sait ce que c'est, ça n'attire pas les foules, ça ne fait pas vendre des places, des tickets, ça ne crée pas d'événements, donc ça ne génère pas d'argent. Comme ça ne génère pas d'argent et de popularité, les sponsors n'ont absolument rien à foutre d'être dessus, puisque s'il y a la marque Bidule qui décide de sponsoriser mon truc, personne va la voir, elle ne va pas se créer une image par rapport à mon événement ou par rapport à la discipline que j'ai fait. Donc ça ne crée pas d'argent, donc par définition, tu ne peux pas payer le sportif à 6 chiffres, quoi, tu vois. Et donc, c'est vrai que quand tu choisis un sport qui n'est pas connu, par définition, il n'y a pas d'argent, quoi. Et alors, à qui la faute ? Moi, je ne sais pas s'il y a une faute, hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de responsable, mis à part l'être humain de manière générale, tu vois. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est pour ça que moi, je veux donner la parole à tous ces sportifs, à toutes ces sportives et à tous ces sportifs de l'ombre, en fait. Il y a quelques personnes qui m'ont dit « Ah, c'est dommage, t'as pas de footballeur, t'as pas de basketteur et tout. » Mais en fait,
moi, j'ai pas véritablement envie de donner la parole à ces gens-là. C'est pas que je veux pas leur donner la parole, parce que je suis sûr qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Je rêverais d'avoir un Nadal à mon micro, je rêverais d'avoir un Federer à mon micro, je rêverais d'avoir un Teddy Riner ou un Tony Parker à mon micro pour qui m'expliquent un petit peu à quel point eux aussi ils ont quelque part galéré ou à quel point ils travaillent dur au quotidien, parce que c'est pas parce qu'ils ont des millions qu'ils sont heureux et qu'ils travaillent pas, hein. C'est pas du tout ce que je dis, mais en même temps, du haut de la toute petite influence que je peux avoir, ce que je veux surtout, c'est donner la parole à tous ces sportifs de l'ombre et que le grand public comprenne que être sportif de haut niveau, c'est pas tellement un choix. Je pense que c'est surtout une passion et que c'est pas une passion qui rapporte. En tout cas, suivant le sport où tu vas, c'est pas forcément une passion qui rapporte. Et exactement. Je pense que c'est ça. C'est vraiment ça dépend du sport où tu vas. Et t'as le double effet qui se coule aussi. C'est que, enfin, le double, non, le revers de la médaille, c'est que les sports qui génèrent beaucoup d'argent, comme le foot ou le tennis, par conséquent, j'imagine qu'il y a énormément de concurrence. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de place. Alors que peut-être dans des sports comme le triathlon BMX qui n'existe pas encore, il y aurait peut-être deux ou trois gars qui seraient intéressés pour faire ça. Pour le coup, il n'y a pas de concurrence. Mais tu sais que ce qui est bien, c'est qu'on peut être champion du monde de triathlon BMX. Hein. Comment ? On peut être champion du monde de triathlon BMX, on peut créer notre championnat du monde. Hein. Si c'est un sport qui n'existe pas, allons-y, balançons-le. Ouais. Mais justement, s'il y a des sponsors qui nous écoutent, qui veulent mettre du budget là-dessus. Non, je rigole, moi je m'en occuperai pas, j'y crois pas, ce truc. J'y crois pas du tout. Bon, ok. Dans les vestiaires, bon, c'est intéressant. Tu parlais tout à l'heure des mécanismes, de tous ces mécanismes-là qui ont fait que ces sportifs de sport un peu moins connus ont réussi. Est-ce que tu as remarqué quelle est la ligne directrice, quelle est la ligne commune de ces directives ? Je perds mes mots. Je vais la refaire. Je vais pas couper ce passage. Je vais pas couper pour que tout le monde voit que ici c'est antenne libre, comme on dit. Ouais. Tout à l'heure, comme à la maison. Tu reprends un petit peu quand tu t'es perdu. Comment ? C'est comme à la maison. Ah oui. Tu sais plus où tu vas, tu te reprends et puis hop, c'est reparti. Je me reprends et c'est reparti. Il n'y a pas de pression. C'est pas de problème. Tu parlais tout à l'heure de donc, tous ces mécanismes qui font qu'ils arrivent à déclencher un financement de leur carrière ou en tout cas petit à petit à avoir des sponsors. C'est quoi ces mécanismes ? Est-ce que tu t'as retrouvé des éléments communs entre tous ces athlètes, mis à part évidemment les classiques persévérance, les classiques motivation, passion. Est-ce que tu as remarqué qu'ils faisaient tous plus ou moins la même chose pour finalement y arriver ou décrocher des financements ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Ça dépend un petit peu des sportifs. Et ça dépend un petit peu aussi du sport dans lequel ils s'orientent. Mais globalement, je dirais que, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de persévérance, beaucoup d'abnégation. C'est des gens qui découvrent le sport assez tôt et qui après performent aussi assez tôt, qui sont très tôt orientés dans les instances fédérales et nationales. Et donc, ce sont ces instances-là. Pardon, une petite remontée. Donc, ce sont ces instances-là qui les orientent vers tu continues à l'école ou tu continues pas à étudier. Si tu continues pas à étudier, il va falloir que tu trouves un job. À défaut, si tu trouves pas un job, il va falloir aller à la recherche de sponsors. Donc, très souvent, en tout cas avec les sportives et les sportifs que j'ai déjà interviewés, il y a beaucoup d'entraide entre eux et puis ils se refilent les bons tuyaux, soit pour faire le bon dossier de sponsoring, soit pour contacter les boîtes. J'ai même eu des invités et notamment Eléa Mariama Diarra, la première invitée que j'ai eue, qui disait voilà, moi, j'ai déjà un sponsor historique pour tout ce qui est alimentation. J'ai été contacté par une autre boîte, mais j'ai déjà un sponsor là-dessus. Donc, je l'ai filé à une autre copine d'entraînement et c'est comme ça qu'ils se refilent des tuyaux. Donc, globalement, ce que j'ai noté, comme je te dis, c'est déjà des premiers résultats qui leur permettent d'envisager de faire une carrière professionnelle et faire une carrière professionnelle, comme disait Pierre Frola, que j'ai eu à mon micro, qui est un apnéiste iconique, je dirais. Lui, sa carrière professionnelle, elle s'est débloquée à partir du moment où il a commencé à arrêter de vouloir faire du sport son métier. Il a voulu faire du sport pour
faire de son sport sa passion, et il a trouvé des mécanismes qui lui permettaient de continuer à faire du sport. Dans son cas à lui, par exemple, il faisait de l'apnée, il a allié la protection de l'environnement, la découverte de l'environnement avec son sport, et c'est là que les marques, les sociétés sont venues vers lui pour pouvoir l'accompagner et lui filer du pognon, hein. C'est aussi bête que ça. Après, il y a d'autres sports comme par exemple la natation synchronisée. Là, j'ai eu une nageuse synchronisée il y a quelques épisodes, qui est repérée très tôt, qui est enfermée très tôt dans ce sport qui n'est pas très médiatique, donc qui n'attire pas les foules. En plus, c'est un sport rarement individuel, mais beaucoup en équipe. Sous l'eau, on porte pas les tenues des sponsors. Il y a presque aucun endroit où on peut afficher les couleurs d'un sponsor. Et donc, elle galérait un petit peu plus, et surtout que dans la natation synchronisée, c'est un sport qui l'obligeait à être dans le bassin, à s'entraîner 12 à 13 heures par jour. Donc c'était assez difficile de s'extraire de tout ce milieu-là, d'aller chercher des financements, et en plus de mettre quelque chose en avant auprès d'une boîte, auprès d'une marque, pour qu'il continue pour qu'il la sponsorise, parce qu'elle avait presque pas de contrepartie à offrir. Un autre point que j'ai aussi noté, c'est que très souvent, les sportifs qui ont déjà de la bouteille, qui sont soit qui sont en voie de reconversion, ou même ceux qui sont reconvertis, très souvent, ils s'orientent aussi vers des métiers comme des conférences, de la conférence, où ils vont partager leurs expériences, où ils vont partager les galères qu'ils ont vécues dans leur vie, et comment est-ce qu'ils ont réussi à les dépasser. Donc il y en a beaucoup qui s'orientent là-dessus, et puis il y a aussi quelques personnes qui peuvent bénéficier de ce fameux contrat d'insertion professionnelle. Alors là, je parle pour les Français, qui est un dispositif qui est offert par l'État français pour les sportifs de haut niveau, qui leur permet non seulement de toucher un salaire de base, mais un salaire tout de même pendant leur carrière professionnelle, et qui après peuvent se réorienter notamment dans des administrations françaises comme EDF, comme la SNCF, comme l'armée, ce genre de choses. Et pour faire le pont avec notre premier sujet du podcast, est-ce qu'il y a du pognon dans le triathlon ? Il y a du pognon. Alors, est-ce que les triathlètes sont payés grassement ? En tout cas, les plus connus. Écoute, on pourra peut-être parler de fail ou d'anecdotes sur le podcast, mais en tout cas, j'ai reçu un triathlète français de ma génération, qui est juste iconique, qui s'appelle Frédéric Bellobre. Et d'ailleurs, je lui cours après pour récupérer l'interview, parce que j'ai pas pu l'enregistrer de mon côté, et j'attends que lui m'envoie sa piste. Moi, j'ai ma piste, mais j'ai pas la sienne. Et lui était vraiment là au bon moment, dans les bonnes années du triathlon, et clairement il m'a dit j'avais pas à me plaindre, quoi. C'est quoi ça ? Les sponsors venaient à moi. Ça veut dire quoi, j'ai pas à me plaindre ? Écoute, il m'a pas donné de chiffres, mais clairement, il voyageait à l'œil, les sponsors venaient vers lui, il était grassement payé. Alors, je sais pas ce que ça veut dire grassement payé. C'est ce que j'allais te demander. Certainement pas un basketteur ou un footballeur, mais disons que s'il faisait 3, 4, 5 000 euros par mois, en plus de tout ce qui était payé à côté, toute son alimentation était payée, tous ses voyages étaient payés, son matériel était payé, parce que il était sponsorisé par des marques de vélo, des marques de course à pied, voilà. Tout était payé, donc c'était presque de l'argent de poche. Donc tu rentres 3 à 5 000 par mois, et que finalement, tu n'as pas besoin de le sortir pour ton job, pour aller bosser. C'est pas mal. Voilà. Ok. Bon, bah oui, j'imagine de toute façon, parce que les Ironman, les compétitions de triathlon, il y en a qui sont connus, quoi. Mais tu sais que Ironman, c'est une franchise, hein, c'est un label à part de la Fédération internationale de triathlon. Toujours eu une bisbille un petit peu, même si l'Ironman est la base du triathlon, et vraiment le lieu où est né le triathlon, c'est pas eux qui ont créé la Fédération internationale, et il y a eu toujours un petit peu des bagarres. Et par contre, Ironman donc est une franchise. Il y a des triathlons Ironman un peu partout dans le monde. Il y a même des demi-Ironman, ce qu'on appelle les 73. Rapport à la distance d'un Ironman qui fait 140,6 miles, donc 70,3 miles, c'est la moitié d'un Ironman. C'est une franchise où il y a beaucoup de pognon. Et comment il se rémunère là, à ce moment-là ? C'est tous les participants doivent payer le droit d'entrée. Est-ce que derrière, tous les sponsors, parce qu'il y a une visibilité qui est énorme, est-ce qu'il y a des spectateurs qui peuvent assister à la course, qui doivent payer aussi ?
Alors, les spectateurs ne payent pas. Par contre, effectivement, les participants payent un droit d'inscription qui est de plus en plus élevé, hein. Moi, je me souviens des triathlons Ironman fin des années 90. Je crois que c'était l'équivalent de 200-300 euros pour t'inscrire. Là, maintenant, tu es à 600 ou 700 euros pour participer à un triathlon. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de logistique, beaucoup de problèmes d'intendance derrière, mais je trouve que c'est bien au-delà de 600, enfin, c'est bien en dessous de 600 ou 700 Combien de euros. participants Je te parle même pas. en général dans une compète? Ça dépend des courses, mais c'est pas loin de 5000 participants par course. Et puis, je te parle même pas des championnats du monde à Hawaï où là, déjà, il faut se qualifier, mais une fois que tu es qualifié, il faut que tu payes cash et on n'est pas loin des $1000 la participation, sans compter le voyage, l'hébergement, etc. Et donc, ils se rémunèrent comme ça et ils se rémunèrent aussi beaucoup par le merchandising. Parce que Ironman, c'est une franchise, c'est une histoire, c'est la mecque du triathlon, c'est le berceau du triathlon. Et crois-le ou pas, mais il y a beaucoup de gens qui arborent fièrement les couleurs de cette marque, parce que finalement, ce n'est qu'une marque, c'est une entreprise, hein. C'est comme Coca-Cola, c'est comme McDo, c'est comme n'importe quoi. C'est une marque et ils vendent des fringues pour traîner, ils vendent des fringues de sport, ils vendent des tasses, ils vendent des sifflets, ils vendent des porte-clés, ils vendent tout. Et c'est la puissance du merchandising à l'américaine, à la nord-américaine. Ouais, c'est vrai que c'est énorme, hein. C'est vrai que c'est énorme. Bon, écoute, c'est pas trop mal tout ça. Bon, j'ai des petites questions sur les blessures. Est-ce qu'il y a des blessures particulières qui sont répétitives, qui sont connues, qui sont caractéristiques des triathlètes? Ouais, il y en a quelques-unes, mais c'est principalement des blessures en course à pied en fait. Si tu veux, la partie natation est pas souvent génératrice de blessures. Alors évidemment des petites tendinites au niveau de l'épaule et autres, mais c'est pas souvent ça qui embête les triathlètes. C'est surtout au niveau de la course à pied, parce que mine de rien c'est le plus traumatisant des trois sports et c'est souvent je vais essayer de trouver pour voir. Ok. Et puis il y a un truc très con, mais l'autre part de blessure, c'est les chutes en vélo. Ah bah ouais, forcément. Et c'est justement moi ce qui me fait prendre du recul et de la distance par rapport au triathlon. C'est que j'ai enchaîné un peu trop de chutes en vélo et mon épouse m'a fait promettre que j'arrêterais le vélo. Donc, triathlon sans vélo, c'est compliqué. Donc je vais m'orienter sur autre chose. Eh oui, j'imagine. Effectivement, ça, tu peux pas trop le voir arriver, la chute. Ou en tout cas, au moment où tu la vois arriver, tu es déjà par terre. Alors c'est trop tard. Une blessure un petit peu... on va dire à type inflammatoire ou de répétition de mouvement sur une course à pied, c'est vrai que tu peux avoir les prémices et essayer de réguler avant que la pathologie soit à son maximum, même si des fois c'est pas toujours pas facile. Alors j'ai dit que je vais essayer de deviner, ça va être marrant. Je pense à le syndrome de la comment on appelle ça, le TFL, le syndrome de l'essuie-glace. Ouais. Donc il y a une douleur à la face externe du genou qui peut remonter un peu dans la cuisse, qui est une espèce de frottement de la bande iliotibiale. Les puristes iront chercher ou savent de quoi je parle. Je pense à ça, je pense à peut-être la périostite aussi, qui est la douleur sur le tibia, qui est une inflammation du périos, qui est une couche externe de l'os, qui est connue. Je pense à ça, et qu'est-ce que... Et bien c'est tout ce qui me vient là pour les blessures les plus courantes. Non, c'est tout ce qui vient. Allez, je t'en donne une autre, inflammation du ou des psoas. D'accord. Mauvais positionnement en course à pied, et puis le psoas, on sait que c'est un muscle vachement sollicité. Problème de dos aussi. Problème de dos au niveau des lombaires aussi. Alors, les gros nageurs ont tendance à, même s'ils sont normalement bien gainés, cambrer un peu. Et du coup, après, ça se ressent quand on enchaîne sur le vélo et la course à pied. Problème de dos aussi sur le vélo, parce que plus les distances sont longues et plus on a le droit. Alors, on n'a pas le droit de drafter, c'est-à-dire on n'a pas le droit de rouler dans la roue des gens qui sont devant sur les distances longues. Mais par contre, on a le droit d'avoir un guidon avec prolongateur. Donc pour ceux qui suivent un peu le Tour de France ou les courses de vélo, c'est le même type de vélo, c'est des vélos qu'on appelle contre-la-montre, où on est quasiment allongé sur le vélo. Ça, c'est pour permettre d'aller plus vite, non, de pas être contre, de pas avoir le vent qui fasse friction contre le corps, enfin d'avoir le moins de friction possible. C'est ça, exactement. Et donc cette position allongée, si t'es pas bien gainé ou si tu fais pas bien le dos comment ça s'appelle ?
C'est quand tu prends la forme le dos rond comme un chat, en fait. Et si tu prends pas bien cette position et que tu cambres un peu, je te laisse imaginer sur 150, 160, voire 180 km de vélo avec une mauvaise position, ce que ça peut donner. Et puis après, c'est pas vraiment des blessures, mais ce sont les effets néfastes des courses qui sont en extérieur. C'est que s'il fait beau, tu prends des coups de soleil. S'il pleut, ça t'arrive de glisser. Voilà, ça c'est des choses que tu contrôles pas forcément, même si pour les coups de soleil, t'as qu'à mettre de la crème solaire. Mais c'est comme les chutes en vélo, en fait. C'est des choses que tu contrôles pas forcément. Par contre, une douleur qui commence à arriver, une pathologie que tu commences à sentir au niveau des jambes. Le problème du triathlète, c'est qu'on est souvent bigorexique. Alors, c'est la minute information. Bigorexique, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui sont addicts au sport et t'arrêter parce que tu as une petite douleur dans le mollet et puis en même temps une petite douleur au-dessus du genou. Tu dis non, c'est pas le moment. Je suis en pleine préparation et puis tu tires jusqu'au moment où ça pète. Et toi, tu sens justement que lorsque tu fais pas de course, lorsque tu fais pas natation, vélo, tu as comme un manque, comme si vraiment tu avais cette dépendance aux endorphines qui se créent après la pratique de ton sport. C'est un truc qui est connu dans les sports d'endurance. Oui, je le sens. Et puis, pour être totalement franc, mon épouse le sent aussi très bien. Et donc, le moment où elle me dit « Écoute, va courir », là, je sais que c'est que je suis vraiment exécrable au point d'être en manque de sport. Ouais, c'est intéressant. C'est une bonne dépendance, au final. Enfin, après... ça dépend. Je suis pas certain qu'il y ait des bonnes dépendances. Voilà. Je suis pas certain qu'il y ait des bonnes dépendances, mais malgré tout, c'est peut-être un petit peu moins néfaste que d'être dépendant à certaines substances. Ouais. Ah bon? Ah bon, c'est plus que... pourtant, je pensais que la coque, c'était bien. Non, je rigole, évidemment. Que personne prenne au premier degré ce que je dis. On sait jamais, tu sais, il y a toujours des... Bon, à cette heure-ci, ça fait un peu plus d'une heure. Je pense qu'on a que les puristes qui sont avec nous. Il n'y a plus les gens qui prennent tout au premier degré. Ça va. Non, mais c'est passé. J'avais une citation que j'ai oubliée, mais par rapport au sujet précédent, donc peut-être ça me reviendra un jour dans un autre épisode qui est assez intéressante. Je voudrais quand même, avant de terminer, parce que j'ai mes questions de fin comme d'habitude, on le sait, parce que tous les auditeurs ont attendu. Je ne sais pas s'ils ont attendu cette information, mais tu as un projet à venir dont on n'a pas discuté. Et donc, ça va être le moment de m'en parler. Donc, quel est ce projet en lien avec le triathlon? Je suppute. Tu supputes presque bien. Écoute, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu quelques soucis en vélo. J'ai fait quelques chutes rapprochées. Pour l'instant, les petites roulettes sur le vélo ne sont toujours pas autorisées en compétition. Donc, mon épouse m'a fait promettre que j'arrêterai le vélo. Donc, le triathlon sans vélo, c'est un petit peu compliqué. Par contre, j'ai découvert très récemment, disons que je connaissais depuis longtemps une discipline qui s'appelle le swimrun, mais je l'ai pratiquée très récemment. Je l'ai découverte par la pratique très récemment, et je suis un petit peu comme, si tu veux, ce que ça m'a fait quand j'ai découvert le triathlon. Je ressens à nouveau cette envie de pratiquer et cette envie d'aller plus loin dans cette discipline. Sauf que, au contraire de quand j'avais 16, 18, 20 ans, où je voulais m'aligner sur des courses officielles et me prouver à moi-même que j'étais pas si mauvais que ça, voire même que j'étais assez fort. J'ai jamais été jusqu'à le plus fort parce que ça malheureusement je ne suis pas de ceux-là. Mais voilà, je suis plus un gamin, j'ai 40 ans. Tu me diras que c'est peut-être la crise de la quarantaine. Ça fait quelques années que je cherche un défi sportif à relever avec l'avènement de tous ces podcasts sportifs et notamment là je citerai Barthélémy avec son podcast Extraterrien où il interviewe beaucoup de sportifs inspirants, d'aventuriers et tous ceux que j'ai eu l'occasion d'interviewer moi de mon côté. Je cherchais vraiment le défi qui n'avait encore jamais été relevé et qui serait pas tout à fait identique à ce que quelqu'un a déjà fait. Et puis, en découvrant cette discipline du swimrun, je suis français et je me suis dit que j'aimerais bien découvrir le paysage français. Et du coup, je voudrais me lancer d'ici la fin du printemps 2022, le début de l'été. Je vais attendre que les cours d'eau soient un peu dégonflés sur presque un tour de France en swimrun. Donc le swimrun, pour ceux qui connaissent pas, c'est alternance de natation et de course à pied, mais en plusieurs fois
sur une compétition. Donc là, l'idée, ça va être de partir du nord de la France, donc de Dunkerque, arriver jusqu'à Nice. Pour l'instant, au niveau de l'étude du parcours, on va rester sur les anciennes voies romaines et donc faire quasiment nord-sud avec un petit crochet pour arriver jusque Nice en empruntant 2 ou 3 voies romaines. Ça représente un défi sportif de 1500 km avec 1300 km de course à pied, environ 200 km de natation, une moyenne de 30 à 40 km de course à pied par jour et de 10 km de natation, et tout ça enchaîné sur un mois. Voilà le défi que je me prépare pour, c'est énorme, pour relever en c'est 2022. C'est-à-dire que tu vas te prendre une année sabbatique? Je pense que je vais faire quelque chose comme une année sabbatique, effectivement, pour préparer le projet. Par contre, le projet en lui-même, d'un point de vue sportif, va se dérouler sur un seul mois. D'accord. Et alors, ça te fait l'équivalent de marathon par jour, ça? Ouais, c'est ça, c'est à peu près entre 30 et 40 km de course à pied, donc à peu près un marathon, et une dizaine de kilomètres de natation. Donc voilà, on sera à peu près sur 50 km par jour, fois 30 jours, on est aux alentours de 1500 km. Bon, quelle est ta stratégie pour en faire parler? Est-ce que tu vas essayer de contacter la presse? Tu vas contacter les marques? Tu vas essayer de... c'est intéressant. Est-ce que tu vas essayer de mettre en pratique un peu ce que tu as entendu, ou en tout cas de t'inspirer des sportifs que tu as eu dans le podcast, dans les vestiaires, pour l'appliquer, toi, à ton projet là? Évidemment. Écoute, quand j'ai lancé mon podcast, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'évangéliser le grand public et de leur montrer que les sportives et les sportifs de haut niveau ne sont pas des gens qui jettent les billets ou qui attendent que l'argent tombe. Et puis, au final, je me rends compte que de plus en plus, c'est un peu des sessions de coaching personnel. Et oui, je vais m'inspirer de tout ce qu'ils ont fait. J'ai leur contact personnel. J'ai commencé déjà à prendre mon carnet d'adresses, à contacter des proches, à contacter ces mêmes sportifs que j'avais déjà eu l'occasion d'avoir sur mon podcast. Et même demander des intros à des copains, notamment Bart, qui en a eu beaucoup plus que moi, pour échanger sur comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans un tel projet, quels sont les écueils auxquels il va falloir se préparer, comment est-ce qu'on les dépasse, et puis surtout l'aspect financier, parce que c'est un projet qu'il va falloir financer. On vient de le dire, moi je vais très certainement prendre une année sabbatique. Donc prendre une année sabbatique, ça veut dire que mon employeur ne va plus me payer, à moins que ça devienne mon sponsor, mais j'y crois pas trop. Et donc il va falloir que je trouve des moyens de trouver des sponsors, des partenaires pour financer tout ça. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, puisque tu le demandes, écoute, ma stratégie, ça va être déjà de fixer le parcours idéal avec mon binôme, parce que le swimrun, c'est une discipline qui se pratique en binôme. Donc j'ai déjà trouvé un binôme qui m'a dit que si on partait sur un projet d'1 mois avec un sens historique au parcours que l'on va choisir, il serait partant. Donc, quel est ce binôme? Je ne peux pas le dire tout de suite, pour l'instant. Le cachotier. Je reviendrai, je te le dirai, mais j'attends qu'ils me disent définitivement, ok, c'est bon, on y va, ce sera de telle date à telle date. Et là, je reviendrai si tu veux sur Biomécanique. Ça serait pas Rudy Koya par hasard? Non, ça sera pas Rudy Koya. Il y a peu de chances que ça soit Rudy Koya, effectivement. Donc l'objectif, ça va être avec mon binôme qu'on arrive à financer ce projet, et dans les pistes que j'entrevois pour le financer, il va y avoir la recherche de sponsors, la recherche de partenaires. Alors moi, je fais bien la différence entre le sponsor et le partenaire, dans le sens où pour moi, le sponsor, c'est celui qui va te filer du pognon. Le partenaire, c'est celui qui va soit apporter une compétence, soit apporter du matériel. Donc, sur ce type d'épreuve, on va avoir besoin d'assistance matérielle, on va avoir besoin de gérer toute l'intendance, on va avoir besoin de l'alimentation, on va avoir besoin parfois de dormir dans certains endroits. Donc, voilà, on va chercher des sponsors, on va chercher des partenaires. Et puis, j'entrevois bien 2 documentaires vidéo, un sur toute la partie préparation, donc toute la phase vraiment en amont du projet, et un deuxième sur le projet sportif, des conférences, des conférences dans les écoles, parce que ça va être un projet qui va être empreint de beaucoup on va s'atteler beaucoup à faire attention à l'environnement, à étudier l'environnement, que ce soit marin, fluvial ou dans les lacs. Et puis dans la partie trail, puisque le swimrun, c'est de la nage et de la course à pied. Et puis donc aller dans les écoles, faire des conférences. Voilà, je crois que c'est pas mal déjà super, comme programme. Non, c'est super. Où c'est qu'on peut te suivre sur tout ça là, ce projet? Est-ce qu'il y a
il y a une newsletter, enfin, tu vas faire toute la préparation, mais aussi qu'on va la retrouver YouTube, newsletter, réseaux sociaux. Bah écoute, en même temps qu'on va se fixer avec mon binôme sur le parcours exact, on va se fixer aussi sur un nom. Donc pour l'instant, j'ai pas encore de nom à te donner, ni de site, ni de newsletter, etc. Mais ce dont tu peux être sûr, c'est qu'il y aura tout ce qu'il faut, la newsletter, la chaîne YouTube. Évidemment, je suis podcasteur, donc il y aura un podcast pour parler de tout ça. Mon objectif, ça va être de documenter, de journaliser, de faire partager tout ça avec la communauté qu'on va essayer d'engager. Et puis, il y aura très certainement aussi un Patreon pour pouvoir, pour que les particuliers puissent apporter leur aide. Oui, il y a encore un point que je voulais aborder, c'est que ça va pas être uniquement un projet sportif, ça va être aussi un projet de défense de l'environnement. Et là, je pense déjà à une ou deux associations que je pourrais soutenir. Et puis, ça va être aussi un projet humanitaire parce que je voudrais soutenir une ou deux grosses associations qui œuvrent en faveur de la recherche contre le cancer pour les enfants. Bon, tous ceux qui vont écouter cet épisode, qui en seront ici et qui ont envie d'en savoir plus, et puisqu'on malheureusement il n'y a pas aujourd'hui le moyen de dire la chaîne YouTube, de donner le nom, ils auront simplement qu'à taper ton nom, qui est Ermanno Di Micheli. Ils trouveront forcément, puisque tu auras peut-être sur ton site perso, sur tes réseaux perso, tu auras des liens qui mentionneront tout ça. Tout à fait, exactement. Excellent. On va pouvoir passer aux petites questions habituelles que je pose à la fin des épisodes. Première question, si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aimerais entendre ? Le meilleur conseil que j'aimerais entendre. Alors que tu aurais besoin d'entendre plutôt. Ouais. Écoute, il y a 10 ans en arrière, c'était le moment où je commençais à avoir des problèmes de vue et où je me posais beaucoup de questions. Et je crois que et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait prendre un chemin un petit peu différent au niveau sportif. Je crois que le meilleur conseil que j'aurais aimé entendre, ça aurait été quelqu'un qui me disait, écoute, ça va être long, ça va demander 10 ans pour que tu trouves une solution, mais ne lâche rien et surtout entoure-toi des bons spécialistes. Et quel est le diagnostic finalement ? Où c'est que ça en est ? Écoute, le diagnostic, c'est que j'ai une dégénérescence au niveau des deux cornées, ce qui a engendré d'ailleurs une greffe de la cornée à droite, mais pas à gauche, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi un problème physiologique au niveau de l'œil qui, pour l'instant, a été réglé grâce à des lentilles spéciales qui ont été développées il y a quelques années. Donc, de toute façon, il y a 10 ans, elles n'existaient pas encore, donc j'aurais pas pu porter ce type de lentilles, mais voilà, c'est pour l'instant ça se stabilise et je m'en sors très bien. Alors si tu veux des chiffres, puisque moi je suis très data driven, il y a 10 ans j'avais 2 dixièmes ou 20% d'acuité visuelle avec mes lunettes, donc avec correction. Maintenant avec les lentilles, et je suis à 12 sur 10, donc 120%. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Ok. Deuxième question, est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor ? J'en ai eu deux. Le premier, c'est mon papa, qui m'a transmis beaucoup de valeurs, que ce soit des valeurs sportives, mais aussi des valeurs humaines, comme l'ouverture à des cultures différentes. Et je crois qu'on en parlait un petit peu quand je t'ai reçu pour Offcast, mais je suis un citoyen du monde. Je suis français, je vis à l'étranger, je suis marié avec une étrangère, ma sœur vit avec un étranger qui est aux États-Unis, enfin ils vivent aux États-Unis, enfin voilà. On est des citoyens du monde dans ma famille et je pense que c'est pas innocent aux valeurs que nous ont transmis nos parents et particulièrement mon papa. Et la deuxième rencontre qui a changé beaucoup de choses, c'est mon épouse. Je ne sais que répondre derrière ces mots pleins de gratitude. Excellent. Et est-ce qu'il y a un livre que tu as envie de recommander, qui t'a marqué ? Ouais. Je lis pas beaucoup, à mon grand désespoir, parce que j'aimerais beaucoup lire. Et ça aussi, c'est une valeur que mon papa a toujours essayé de me transmettre, mais que par contre, j'ai eu du mal à adopter. Et écoute, un livre que je voudrais recommander, c'est le livre de Rich Roll. En français, c'est L'Ultra Marathon m'a sauvé. En français, c'est Finding Ultra. En anglais, pardon. C'est vraiment c'est un livre que j'ai lu cet été, là, pendant les vacances. Au début, je l'ai dévoré. J'ai lu des dizaines et des dizaines de pages chaque jour. Et puis après, je l'ai apprécié sur la fin. Tu vois, je redoutais la dernière page. Et donc, je faisais durer le plaisir. Donc, pour cadrer un petit peu le débat, si tu veux, Rich Roll, c'est un gars
qui était d'un très très bon niveau au niveau en natation. C'est un Américain. Il avait quasiment un niveau olympique en natation. Et puis quand il a commencé, après le lycée, quand il a fait ses études, quand il a intégré une fac, il a choisi la fac qu'il voulait intégrer par rapport au niveau des nageurs, enfin par rapport au niveau du sport qui était enseigné dans la fac. Et malheureusement, en passant les sélections pour la fac, il a découvert l'alcool à 18 ou 20 ans et il est devenu alcoolique. Après, il y a eu toute une phase un petit peu dans sa vie où il a arrêté l'alcool, mais malgré tout, de l'alcool, il est passé à la junk food. Et à 40 ans, il s'est réveillé, il a failli faire un AVC, il n'arrivait plus à monter les marches de chez lui, il se voyait déjà mort. Et de là, il s'est repris en main, il a découvert la course à pied, il a découvert le triathlon, il a découvert l'ultra-triathlon, il a découvert un défi de 5 triathlons qui s'appelle l'Epic 5. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré parce que déjà, il parle énormément de toute l'abnégation qu'il mettait quand il était gamin et adolescent dans le sport parce qu'il voulait devenir nageur olympique. Et puis, sa descente aux enfers et enfin son renouveau, sa renaissance et à nouveau c'est un peu comme les sportifs que je veux interviewer, en fait. C'est tous ces mécanismes qu'il a réussi à découvrir, à débloquer, à mettre en place pour devenir l'un des hommes les plus forts du monde. Eh ben, ça donne envie, tu sais quoi? Ça donne envie de le lire, ce bouquin. Je vais me le noter. C'est vrai que moi, j'avais arrêté la lecture là depuis... Enfin, arrêté. J'avais vraiment ralenti et j'ai repris récemment. Je donne la référence de ce que je lis en ce moment. C'est Pouvoir contre force, les déterminants cachés du comportement humain, je crois. J'ai à peine commencé. Wow. C'est sous conseil, sous recommandation d'un ami. Et voilà, c'était pour donner un petit peu ma lecture du moment, puisque je la donne jamais, ou rarement. Excellent. Où c'est qu'on peut te retrouver, Hermano? Donc, tu as un site web. Si les gens veulent s'abonner, veulent te suivre sur tes réseaux ou peut-être écouter des podcasts, on les renvoie vers quel lien? Écoute, le plus simple pour me suivre, moi, c'est hermano.fr, ERMA2NO.fr. Ça, c'est mon site /blog perso. Ou hermano.fr/mail. Et puis, vous pouvez vous abonner. J'envoie un mail quotidien où je raconte un petit peu mes états d'âme et ce qui me passe par la tête. C'est un projet que j'ai lancé depuis début août. Et donc, ça va me permettre aussi de journaliser mon projet, la genèse de mon projet, etc. Et puis, sinon, si vous voulez suivre mes podcasts, je l'ai dit tout à l'heure, podcast.nakan.ca. Ça, c'est pour le podcast des sportifs connectés et d'endurance. Et puis, vestiaire au pluriel.org pour le podcast dans les vestiaires où je m'attelle à m'intéresser aux mécanismes que mettent en place les sportives et les sportifs de haut niveau, mais aussi les aventuriers et les artistes pour vivre de leur passion. Excellent. Est-ce qu'on peut leur dire aussi de se rendre, peut-être si tu as une chaîne YouTube ou un Instagram, quelque chose plus en termes de contenu de réseau? Les gens ils aiment bien les suivre, des personnalités hors du commun comme la tienne. Merci, hors du commun, je te remercie. Non, écoute, sur les réseaux sociaux, on me trouve sous le pseudo Ironmanolux, donc voilà, pour faire la jonction avec le triathlon Ironman, et puis Hermano, Ironmano, et puis Lux parce que je suis Luxembourg, donc voilà. Ironmanolux pour les francophones. Ok, tout ça sera dans les notes de l'épisode. J'ai changé les notes étant donné que je ne fais plus d'introduction personnalisée. J'ai accompagné cette transition avec la suppression d'une description personnalisée également. En revanche, ce que je laisse toujours dans les notes de l'épisode, c'est les références des livres et les références des invités. Donc c'est dans les premiers paragraphes. Il suffit de cliquer dans les notes, faire dérouler la description ou les notes, et puis vous aurez tous les liens de ce qu'on a mentionné, de ce que tu as mentionné jusqu'ici. Écoute, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal, on a fait un tour. Il y a toujours des petites questions qui restent pas en suspens, mais qui restent non posées de mon côté. Allez, une petite dernière quand même, parce que elle est perso. C'est quoi ton avis sur les montres connectées? Et oui, non, mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que j'ai pas réussi à trouver un moment pour te la demander. Et je me suis dit, bon, allez, ça passera la trappe. Je lui demanderai en privé. Et puis finalement, allez, je me suis dit, on va les faire profiter les auditeurs de ça. Qu'est-ce que tu penses des montres connectées? Et pour toi, c'est quoi, puisque tu as le podcast sur les objets connectés, c'est quoi le meilleur appareil du sportif? Qu'est-ce qui serait le plus indispensable? C'est une question un petit peu difficile à répondre parce que
dans ma pratique du sport, j'avoue que j'ai un petit peu du mal de me détacher de cette bestiole qui me colle au poignet, et même à longueur de journée, hein, parce que je traque mes nombres de pas, mes mouvements, etc. Mais j'essaye d'apprendre à m'en détacher. Pour la petite anecdote, mon entraîneur, il y a 2 ans, on préparait un marathon et lui, il fonctionne comme ça. Il travaille beaucoup à la sensation, au feeling, et c'est pas rare que dans le plan d'entraînement, ils me disent bah écoute, telle séance, tu sors, tu vas faire à peu près 1 heure, à peu près X kilomètres, mais tu y vas au feeling. Tout ce qui m'intéresse, c'est ton ressenti. Et j'aime bien ces séances-là parce que justement, tu travailles sur toi. Et donc, dans le cadre de la préparation de ce marathon, il m'a fait courir un semi-marathon sans montre. Donc il m'a dit, écoute, ton objectif c'est ça en termes de temps, mais tu te démerdes, t'as pas de montre. Donc il faut que tu le tiennes, c'est tout. Et ça t'oblige justement à ressentir tout ce que tu as travaillé précédemment dans l'entraînement, ressentir la vitesse, ressentir la difficulté, ressentir ta respiration pour pouvoir essayer de caler tout ça avec un objectif que tu t'es fixé. Bon, je m'égare un peu, mais sinon sur tout ce qui est objets connectés et notamment les montres, je pense que c'est un très bon outil quand on l'utilise à bon escient et surtout qu'on n'y est pas addict. C'est un peu comme le sport, si tu veux. C'est très bien le sport pour la santé, mais quand on fait trop, ça devient néfaste. Je pense que le meilleur outil pour un sportif d'endurance, le meilleur outil connecté pour un sportif d'endurance, ça va être un simple chronomètre. Un simple chronomètre pour pouvoir appuyer sur le bouton quand tu pars et pour pouvoir appuyer sur le bouton quand tu arrêtes. Tu quantifies un petit peu ton entraînement en termes de durée, mais le meilleur moyen de quantifier ton entraînement en termes de difficulté et d'intensité, c'est de ressentir les sensations. Bon, parfait, ça répond à la question. Je suis content de ne pas avoir eu de problème technique sur cet enregistrement. Et, tu vois, on a galéré un petit peu au début. Pendant l'enregistrement, parce qu'avant, c'était autre chose. Ça a été parfait. Merci Armano d'avoir participé au podcast Biomécanique. Je le répète encore une fois, tous les liens sont en description. On va suivre ton projet. Tu sais quoi, je crois que je suis inscrit à ta newsletter. Hein. Okay. Il me semble que je me suis inscrit il y a quelques semaines. Je vais peut-être aller m'y réinscrire si jamais. À moins que je confonde. Écoute, dans le doute, je vais aller m'y réinscrire, mais je suis curieux de voir l'avancement de ce projet. Ça va être sympa et puis j'espère que tu vas réussir à créer un engouement par rapport à ça. Encore une fois, merci d'avoir participé à l'épisode. Je te dis à très bientôt et bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Jérôme, pour ton invitation et puis à très bientôt.